Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous remercions pour votre présence sur ce webinaire consacré à l'IA appliquée au domaine du recrutement. Donc aujourd'hui, l'IA, on n'y échappe pas dans notre quotidien. ChatGPT est présent dans énormément de sujets de façon positive, mystérieuse, voire inquiétante. Lors de cette session, donc Juliette et Alicia vont vous expliquer sur des exemples concrets le positionnement de TextKernel par rapport à la gestion et à l'utilisation de l'IA et ainsi répondre, nous l'espérons, à beaucoup de vos interrogations. Donc, je vais laisser Juliette et Alicia se présenter. Juliette? Merci Patrick et bonjour à tous. Donc je suis Juliette, je suis responsable de produits chez TextKernel, notamment en charge de nos briques de parsing et de search and match, donc nos produits à base d'intelligence artificielle. Voilà. Et je suis Alicia, chef d'équipe recherche et développement. Merci Alicia. Merci Juliette. Donc, nous allons rentrer dans l'ordre du jour en trois grandes parties. Donc, la problématique du biais, quelle est-elle? Ensuite, nous appuierons sur des exemples concrets de biais constatés. Donc, vous verrez sur des exemples vraiment parlants quels peuvent être les risques liés à ces biais. Et puis, nous appuierons sur des exemples vraiment très concrets de ce que nous avons réalisé et vous présenter notre réponse de TextKernel dans l'utilisation de l'IA dans le recrutement. Enfin, en fin de session, on gardera un moment pour répondre à vos questions. Sachez que dès à présent, vous pouvez saisir vos questions dans la fonctionnalité en bas de cet écran. Et en fin de webinaire, nous verrons justement, nous apporterons les réponses. En quelques mots, présenter TextKernel. Donc, TextKernel est une société qui a été créée il y a très longtemps, en 2001. Donc, c'est à peu près la même période à laquelle on commençait à parler de l'intelligence artificielle. Nous sommes une société néerlandaise avec un peu plus de 200 collaborateurs, une quarantaine de nationalités différentes, ce qui en fait son originalité. Et nous sommes présents à Amsterdam, au siège, bien évidemment, et également avec des bureaux en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et en France. Pour bâtir tous nos algorithmes dont nous allons vous présenter une infime partie aujourd'hui, on s'appuie sur des millions de data que l'on collecte, que l'on analyse. Et grâce à toutes ces données, nous sommes maintenant devenus le leader mondial en termes d'IA appliquée au RH. Alors, quand on dit RH, on pense RGPD, donc c'est vraiment très important de vous affirmer. Nous, on est totalement compatible RGPD avec des serveurs hébergés en Europe, donc pas en Angleterre, ni sur AWS, donc c'est vraiment très important et rassurant aussi pour les recruteurs. À ce jour, nous comptons près de 2000 clients. La majeure partie des acteurs du staffing utilisent tout ou partie de nos solutions. Plus de 200 partenaires, dont vous voyez quelques logos à droite de cet écran. Et c'est très important, ce réseau et cet écosystème, parce que c'est avec eux, en prenant en compte leurs demandes d'évolution, d'amélioration, qu'au quotidien, nos équipes font évoluer nos solutions pour les améliorer et puis les rendre toujours plus efficaces. Il est essentiel de veiller à ce que tous ces systèmes d'IA utilisés dans le recrutement soient équitables, soient transparents, respectent la législation en vigueur en matière de protection de données, en matière de droits des candidats. Je vais passer la parole à Juliette et Alicia qui vont vous présenter maintenant notre réponse à ces problématiques très importantes. Merci Patrick. Donc effectivement, je vais commencer par parler un petit peu de la notion de biais. Parce que c'est très important quand on parle d'usage responsable de l'IA, mais même avant de parler d'IA, je pense que c'est important de redéfinir ce que c'est que le biais dans le raisonnement humain. Donc quand on parle d'un biais cognitif, c'est donc un schéma de pensée trompeur et faussement logique qui permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Donc ça a une utilité puisque ça nous permet de réfléchir vite, mais malheureusement ça se traduit souvent par une inclination ou un préjugé, où on peut parler d'un jugement biaisé justement puisqu'on parle de biais, qui va nous amener à favoriser ou à discriminer contre un groupe de personnes, et c'est généralement considéré comme injuste. Il y a différents types de biais. On parle d'abord des biais conscients, où là il s'agit d'une volonté de discriminer. Donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que heureusement c'est pas la majorité des cas. Nous on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus insidieux, qui est le biais inconscient. Il y a différents types, mais le plus connu des biais inconscients, c'est ce qui s'appelle le biais de confirmation, qui est en fait ce qui va nous amener, c'est en fait une tendance de l'esprit humain
à vouloir se concentrer, se focaliser sur les informations qui vont confirmer sa manière de penser et à ignorer et négliger les informations qui vont à l'encontre de cette manière de penser. Donc, si je prends un exemple dans le recrutement, si j'ai un candidat qui vient de Polytechnique et que, en tant que recruteuse, j'ai une très bonne image de cette école, je peux avoir tendance, en fait, face à ce candidat, à ne pas considérer les autres éléments de son expérience ou de sa personnalité qui pourraient être négatifs pour vraiment garder cette image positive. Ou à l'inverse, si j'ai une mauvaise expérience avec une certaine formation, un candidat qui a fait cette formation et qui pourrait être parfait par ailleurs risque de ne pas me faire une très bonne impression. Pour ces biais inconscients, on a des circonstances aggravantes. Donc, on a par exemple le besoin d'agir vite, puisque donc, les biais nous permettent de réfléchir rapidement. On sait que dans le recrutement, en général, on a besoin de prendre des décisions rapides. Et donc, on va aller plus vite aux informations qu'on reconnaît et donc se focaliser sur ces informations qui vont confirmer ce qu'on pense déjà. On a aussi le problème de l'excès d'informations. Donc, si j'ai beaucoup de CV à traiter, pour aller vite, je vais avoir tendance à me focaliser donc, sur les informations que je reconnais. Le manque de sens, c'est si j'ai un candidat pour lequel il me manque des informations, il me manque des éléments de son historique, par exemple, je vais avoir tendance à combler les trous avec ce que je connais, donc avec mes préjugés et mes stéréotypes. Le dernier point qui est, je pense, très important, c'est le manque de sensibilisation, donc qui va aggraver en fait. C'est-à-dire que si je n'ai pas conscience que, comme tout être humain, j'ai dans mes raisonnements des biais cognitifs, je peux faire preuve de ces biais, je risque d'y succomber beaucoup plus facilement. Donc, maintenant qu'on a parlé du biais, je pense que c'est important, vu notre sujet, de se concentrer sur le domaine des ressources humaines et de définir ça de manière un peu plus claire. Donc, les biais en ressources humaines, c'est ce qui va amener à sélectionner des candidats sur des critères qui sont autres que les qualifications objectives requises pour bien effectuer le travail. C'est évidemment illégal, et donc on a une législation en France, mais dans beaucoup d'autres pays, qui protège contre les discriminations. Et on parle de caractéristiques protégées. On reverra un peu plus tard dans la présentation ce principe. Donc les caractéristiques protégées, c'est par exemple le sexe, la religion, l'apparence physique, etc. On n'a donc pas le droit de recruter sur ces critères. On sait que la discrimination existe bel et bien, puisqu'on a eu besoin de faire cette législation. Heureusement, c'est en fait souvent lié à des préjugés inconscients, c'est pas une volonté de discriminer, mais c'est bien visible quand on regarde à l'échelle de la société la sous-représentation des minorités ethniques et des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Donc maintenant qu'on a parlé de la problématique au niveau humain, et notamment dans le recrutement, on va se poser la question, au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on retrouve ces mêmes problématiques ? Donc pour y répondre, je voudrais d'abord commencer par redéfinir un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il y a énormément de manières de la définir en fonction de ce qu'on veut faire passer. Pour le besoin de notre présentation, on peut dire que l'IA, c'est le principe de construire des systèmes informatiques qui sont dotés d'une forme d'intelligence semblable à celle de l'homme. Donc comment on obtient ces systèmes? En fait, le principe, c'est d'essayer d'apprendre de l'homme. Et pour y arriver, on a deux ingrédients clés. On a d'un côté les algorithmes et de l'autre côté les données. Donc on peut dire que l'IA apprend des données. Et donc évidemment, si ces données sont déjà biaisées, on va ensuite on a beaucoup de chances d'induire un biais dans le système. Donc pour reprendre mon exemple tout à l'heure des formations de Polytechnique et autres, si dans mes données, je vois une forte propension à plutôt sélectionner des candidats qui sortent de Polytechnique et que je donne ces données à mon algorithme pour donc construire un système d'IA, il va avoir cette même tendance à favoriser la formation polytechnique puisque c'est ce que je lui ai montré qui était correct, entre guillemets. Pour aller plus loin, on a aussi, au niveau des algorithmes eux-mêmes, on peut avoir des biais intrinsèques, et je laisserai Alicia tout à l'heure vous expliquer un peu plus cette partie-là.
Donc voilà, quand on parle de biais en intelligence artificielle, voilà, j'ai donné quelques éléments, mais je pense que ce qui est beaucoup plus parlant, c'est de regarder des exemples concrets, et on en a. Il y a un exemple qui, je crois, est très connu du côté d'Amazon. Donc, ils ont, à une époque, donc, autour de 2015, sorti un outil d'IA pour faire du recrutement, qu'ils ont dû débrancher assez rapidement parce on s'est rendu compte en fait qu'ils favorisaient les hommes pour les emplois techniques. Et donc ce biais qui a été induit, on l'a facilement compris, puisqu'en regardant les données qui ont été utilisées, c'était les CV reçus par le groupe sur une période de 10 ans. Et c'était donc un CV à prédominance masculine, avec donc une forte propension à sélectionner plutôt les hommes. Donc voilà, l'IA est allée reproduire ce biais. D'un autre côté, un autre exemple qui a aussi fait beaucoup de bruit, c'était Microsoft qui a sorti un bot d'IA sur Twitter pour générer automatiquement des tweets, et qui, au bout de, je crois, quelques heures, s'est mis à tweeter des propos racistes et sexistes. Pour la même raison, en fait, c'est qu'on s'est basé sur les données existantes sur Twitter, et donc que le bot est allé reproduire ce qu'il voyait de manière statistique, et donc statistiquement, malheureusement, on sait que sur Twitter, on a beaucoup de ce type de propos qui ressortent. Pour parler d'un exemple maintenant plus récent, je pense qui pose question à tout le monde, au niveau de ChatGPT. Il y a eu déjà pas mal d'études qui ont été faites sur les possibilités de discrimination qui existent au sein de ChatGPT. On en a sélectionné une parce qu'elle est spécifiquement dans le domaine de l'emploi, donc elle a été réalisée par la startup Textio, qui recherche donc ce type de biais dans les algorithmes d'IA. Donc leur protocole, en fait, ça a été de demander à ChatGPT de générer des évaluations de performance pour des employés dans des intitulés de poste spécifiques. Ça a été réalisé en anglais, donc avec aucune indication dans les intitulés de poste du genre de l'employé. Ensuite, ils sont allés regarder dans les réponses quelle était la proportion de pronoms féminins, masculins ou neutres avec they en anglais. Donc ce qu'on voit sur les résultats que je montre à l'écran, c'est que donc il y a quelque chose d'assez clair, c'est que par exemple les enseignants de maternelle, réceptionnistes, infirmiers, en fait en très grande majorité ont été reconnus comme des femmes, ou identifiés comme des femmes, et à l'inverse, pour les mécaniciens, les employés du BTP, on a quasiment 100% de pronoms masculins. Juste une petite remarque quand même, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Au milieu, on voit les médecins et les avocats qui sont à 100% en neutre. On sait que OpenAI a mis en place un certain nombre de filtres pour éviter les problèmes de discrimination et d'injures au sein des réponses de ChatGPT. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne effectivement pour avocats et médecins, mais il aurait fallu être absolument exhaustif et citer tous les intitulés de poste et lister tous les intitulés de poste pour mentionner qu'il faut absolument être neutre pour tous ces intitulés. Et donc c'est finalement impossible, puisqu'on sait qu'il y a toujours des nouveaux intitulés de poste qui vont apparaître. Donc maintenant qu'on a vu en fait ces problématiques, on peut se demander comment résoudre ce problème. Ça pourrait avoir l'air simple, puisque comme on a vu, la problématique, elle est liée aux caractéristiques protégées. Donc si je ne donne pas accès dans les données pour l'apprentissage à mon IA à ces caractéristiques, donc si je cache par exemple le genre, la religion, la nationalité, etc., on peut imaginer que du coup l'IA ne pourra pas avoir de biais. Malheureusement, en fait, l'IA est capable d'aller plus loin, et elle peut relever des signaux corrélés. Donc le plus simple à imaginer, c'est justement les intitulés de poste. Si j'ai chargé et de recrutement, ça indique un genre féminin dans le CV, et l'IA va pouvoir détecter en fait les différences, et donc en fait remarquer, pas nécessairement que c'est une femme ou un homme, mais remarquer que voilà, par exemple, on a plutôt des femmes qui sont chargées de recrutement, ou l'inverse. Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que sans considérer les intitulés de poste, il y a des études qui montrent que statistiquement, les hommes et les femmes utilisent du vocabulaire différent. Et donc, il se trouve que les algorithmes les plus avancés d'IA, donc on parle de deep learning ou d'apprentissage profond, sont particulièrement performants pour reconnaître ces corrélations qui en fait seraient quasiment invisibles pour les humains, puisqu'on n'a pas tendance à faire attention à ces choses-là.
mais l'IA va les reconnaître beaucoup mieux que nous. Pour aller plus loin, le biais n'est en fait qu'un élément au sein de la thématique de l'équité au sens large. Donc le biais, ça contribue à ce qu'on appelle le problème d'attribution. C'est ce qui conduit à la sous-représentation, par exemple, des femmes dans les résultats de matching. Mais on a aussi les problèmes de qualité. Donc si mon algorithme a été moins exposé à des CV de femmes que des CV d'hommes, on risque de se retrouver avec un système qui peut moins bien, qui donne une moins bonne qualité de résultats de parsing pour les femmes que pour les hommes. On a finalement aussi le problème de représentation. Donc là, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu avec ChatGPT, où on va avoir une reproduction des stéréotypes, et donc où l'IA va considérer que tous les médecins sont des hommes, par exemple. Donc la problématique, on l'a vu, est très complexe. Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour limiter cette problématique? Donc on a deux types de solutions. D'abord, on va chercher à éviter le biais, et d'un autre côté, on va chercher à le limiter. Donc on va commencer par comment éviter le biais. En fait, là, ça commence dès la phase de conception, où il faut impérativement se poser la question, est-ce que l'usage de l'IA est indiqué? Et on va en fait éviter d'utiliser l'IA pour toutes les tâches qui reposent sur l'intuition, le bon sens ou l'empathie, donc les tâches qui sont plutôt complexes en termes de raisonnement. Par contre, on peut se permettre de l'utiliser pour des tâches qui sont plus simple et où on identifie que les risques de biais sont moindres. Donc, dans le domaine du recrutement, on peut vraiment faire une séparation stricte entre, d'un côté, la compréhension du document, donc plutôt le parsing, où là, c'est OK d'utiliser l'IA parce que finalement, c'est difficile à cet endroit-là, quand on cherche à reconnaître des éléments dans un CV, d'introduire des biais, même si on verra qu'il y a quand même des risques, et on en parlera un peu plus tout à l'heure. Par contre, au niveau du matching, et donc quand on parle vraiment de sélectionner les candidats, où là, il y a un besoin très important d'intuition et de bon sens et de réflexion, là, il vaut mieux privilégier des algorithmes transparents et qui restent explicables et contrôlables, et éviter donc éviter l'IA. Maintenant, quand on parle de limiter le biais, c'est-à-dire que même dans les domaines qu'on aura identifiés à faible risque, par exemple le parsing, c'est très important de tout de même toujours avoir une supervision et toujours vérifier qu'on n'introduit pas des biais. Donc par exemple, toujours pour le parsing, si on parle de la reconnaissance des intitulés de poste, c'est très important de s'assurer que notre système est tout aussi bien capable de reconnaître le poste féminin, donc serveuse, que masculin, serveur. Pour s'assurer de limiter le biais à ce niveau-là, les grandes entreprises de la tech ont instauré ce qu'on appelle des codes d'équité. Donc chez TextKernel, on a ce qu'on appelle la Fairness Checklist, ou la checklist d'équité, où c'est en fait toute une liste de questions que les équipes de développement doivent se poser au moment de développer soit un nouveau produit ou n'importe quelle fonctionnalité. En commençant par la première question que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de l'IA? Est-ce que c'est légitime d'utiliser l'IA dans ce cas précis? Ensuite, on se pose d'autres questions, notamment au niveau des données. Est-ce qu'on représente bien chaque groupe démographique dans les données? Ensuite, on parle aussi du degré de contrôle qu'on donne à l'utilisateur. Donc, est-ce que l'utilisateur peut, par exemple, vérifier et modifier, corriger les informations qui ont été données par l'IA. Et puis on parle encore des risques en termes d'équité. On se demande aussi si le produit peut être détourné de son usage, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de questions. Et c'est une étape impérative dans les phases de développement. Malgré tout, il faut quand même aussi se rappeler que plus la tâche est complexe, donc plus les modèles seront complexes, et donc plus ce sera difficile de détecter et de limiter les biais. Avant de passer à la suite, on aimerait faire un petit sondage pour en connaître un peu plus sur notre audience. Donc la question, c'est quelle est votre principale préoccupation concernant l'IA et le biais? Vous allez normalement voir apparaître le sondage et vous pourrez voter. Donc on va vous laisser une petite minute pour répondre.
Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Fatima, est-ce que tu peux stopper le sondage? Merci. Alors, je vois que donc on a une bonne propension des personnes qui cherchent à se former encore sur le sujet. Donc merci pour ça. J'espère qu'on pourra vous apporter des réponses grâce à cette présentation. Alors, donc pour passer à la suite, je vais maintenant passer la main à Alicia qui va vous parler un peu plus de la manière dont Xkernel essaye de prendre en compte et de répondre à ces problématiques de biais dans l'IA. Oui, merci Juliette. Alors effectivement, on va commencer par regarder comment nous essayons de résoudre le problème en question dans les produits offerts par Xkernel. Pour pouvoir chercher et faire du matching, on sépare le problème en 2 étapes. La première étape consiste à comprendre le document et le domaine, et la deuxième étape est le matching en tant que tel, où la transparence est effectivement le facteur le plus important. Alors, on va commencer par la compréhension des documents. Et là-dedans, on distingue 3 sous-étapes différentes: l'extraction, la classification et l'enrichissement. Chaque étape utilise une approche différente en ce qui concerne l'intelligence artificielle et a des questions différentes à considérer en matière de biais. Donc, on va commencer par regarder l'extraction. Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute ce problème et ce type de système qu'on appelle le parsing de CV. L'idée derrière ce système, c'est de prendre en entrée des documents, ici des CV, et d'en extraire de façon automatique les informations qui nous intéressent. Donc ici, on va par exemple extraire l'expérience professionnelle du candidat, sa formation, ses compétences, etc. Ces données structurées qui sont extraites du document peuvent être insérées automatiquement dans un ATS, ce qui évite aux recruteurs d'avoir à les entrer manuellement. Mais on peut ensuite également utiliser ces informations pour faire des recherches et du matching. Et il s'agit ici d'un système qui peut bénéficier très clairement de l'intelligence artificielle. On peut exploiter pleinement l'apprentissage profond pour effectuer ce travail d'extraction. Comme mentionné précédemment, l'apprentissage profond est la génération d'algorithmes actuellement la plus avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi s'agit-il d'un problème à plus faible risque? L'une des raisons principales est que la réponse que le système doit produire est très bien définie. On voit par exemple très clairement qu'il y a sur ce CV une section de compétences qui mentionne que cette personne parle anglais. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que le système doit extraire la compétence connaissance de l'anglais pour ce CV. Et il y a également le fait que le système prend uniquement en entrée ce document. Donc, il n'y a aucun autre facteur que le système puisse prendre en compte par erreur pour réaliser l'extraction. Ceci étant dit, comme mentionné tout à l'heure, on souhaite malgré tout minimiser la possibilité qu'un biais puisse s'introduire dans le système. On considère que l'extraction est un domaine de problème plus sûr, mais qui peut potentiellement présenter des biais. Pour minimiser les risques, on utilise dans notre travail de développement la checklist d'équité dont on a parlé tout à l'heure. Ces mesures de contrôle nous assurent par exemple que les données qu'on utilise pour entraîner nos systèmes sont échantillonnées de manière adéquate et que les échantillons représentent équitablement tous les groupes démographiques. La deuxième étape qui entre en jeu dans la compréhension est la classification. C'est une étape qui peut également aider à réduire les biais. Ce que vous voyez ici est une illustration d'une petite partie de nos taxonomies de compétences et de professions. Et c'est essentiellement une structure arborescente qui contient toutes les professions et toutes les compétences que nous connaissons, que l'on a trouvées dans nos données. Quand on parle de classification, il s'agit essentiellement de prendre un métier, tel qu'il est écrit par exemple dans un CV, et de trouver la profession qui correspond à ce métier dans notre taxonomie. Si je rédige un CV, je vais peut-être écrire que je suis programmeur informatique ou peut-être que je suis développeur, et dans un cas comme dans l'autre, je veux dire la même chose. Cette étape de classification est capable de prendre en compte toutes les différentes manières de décrire soit une compétence, soit une profession, et de trouver quel concept y correspond dans notre taxonomie. C'est une étape qui aide également avec l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure. Pour les noms de métiers, de très nombreux noms peuvent être déclinés en fonction du genre. Si vous avez un CV sur lequel il est écrit serveur et un autre sur lequel il est écrit serveuse, c'est très important d'avoir un système qui est capable de comprendre que ces deux personnes ont la même profession. Et évidemment, dans les CV en français, ce type de déclinaison est extrêmement courant. Donc cette capacité du système qui lui permet de comprendre que des termes légèrement différents correspondent au même concept peut aider à réduire les biais. Si vous avez un candidat qui se décrit comme programmeur de logiciels ou développeur ou qui utilise un autre terme un peu différent mais qui veut dire la même chose, peu importe, il recherche le même travail.
Et de notre côté, on peut très facilement comprendre que c'est le cas parce qu'on va regarder à quel concept de la taxonomie ce profil correspond et pas seulement regarder les termes qui sont utilisés dans le CV. Alors encore une fois, c'est un système pour lequel on utilise notre checklist d'équité. À chaque modification qu'on apporte au système, on teste de façon systématique que cette invariance entre les genres s'applique toujours. Et on vérifie que les noms de métiers comme serveur et serveuse sont traités exactement de la même manière par le système. Alors dans ce système, on utilise l'IA à 2 endroits différents. En premier lieu, pour la création des taxonomies en tant que telles. Un de nos produits qui s'appelle JobFit contient des millions d'offres d'emploi qui ont été publiées depuis plus de 10 ans. On exploite ces données pour alimenter et enrichir les taxonomies. En utilisant des techniques d'intelligence artificielle, comme les algorithmes d'apprentissage profond, on peut exploiter ce corpus pour trouver de nouvelles compétences et professions et enrichir notre connaissance du domaine. Le deuxième endroit où on utilise l'intelligence artificielle, c'est la classification en tant que telle. On utilise des modèles de représentation sémantique qui nous permettent de comprendre que des termes comme serveur ou serveuse veulent dire la même chose et correspondent au même concept. Donc, quand on essaye de trouver une relation entre un terme tel qu'il est écrit par un utilisateur et un concept tel qu'il existe dans notre taxonomie, on ne regarde pas l'orthographie, on compare des représentations arithmétiques qui encodent la signification des termes. Et ça veut dire que le système est très robuste aux variations. Même si vous avez un nom de métier qui contient une coquille ou une faute de frappe, on est capable de comprendre ce que le terme signifie. Alors, d'un côté, on a les documents comme les CV, mais de l'autre, on a également les termes que les recruteurs entrent dans notre système de recherche. Alors, on va regarder ça. Quand un utilisateur saisit des termes dans la barre de recherche, il faut que le système soit aussi capable de comprendre ces données-là. Pour les recherches, on utilise principalement un processus d'enrichissement. C'est un processus qui consiste à étendre les termes qui sont saisis avec des synonymes. Donc, à nouveau, si on prend l'exemple de la déclinaison grammaticale des noms de métiers, ça veut dire que si l'utilisateur entre consultant dans la barre de recherche, le système va aussi chercher le terme consultante automatiquement. On utilise le même processus pour les variantes orthographiques. Par exemple, que vous écriviez chef de projet au féminin ou au masculin, avec ou sans pluriel, ça n'a pas d'importance pour le système de recherche. Et c'est ça qui fait que vous pouvez entrer chef de projet dans la barre de recherche et voir dans les résultats des profils de candidats qui ont spécifié leur intitulé de poste différemment dans leur CV. On va encore plus loin avec les termes connexes. Donc, dans cet exemple, on essaie de trouver un candidat qui connaît le deep learning, une compétence informatique assez spécifique. Mais si vous essayez d'embaucher quelqu'un avec cette compétence, c'est très probable que votre candidat idéal possède certaines compétences connexes qu'on voit énumérées dessous, comme TensorFlow ou Keras. Le problème sous-jacent que ce processus en particulier résout, c'est le fait que la plupart des candidats ne mentionnent pas explicitement toutes les compétences qu'ils possèdent. Dans beaucoup de domaines, si un CV mentionne une compétence spécifique, il va y avoir d'autres compétences ou technologies en lien avec celle-là que le candidat connaît nécessairement, mais qui sont tellement évidentes qu'elles ne sont pas explicitement dans le profil. En ajoutant ces termes connexes, on rend la requête de recherche beaucoup plus robuste et le système devient capable de trouver des profils beaucoup plus divers. Et enfin, on a les compétences suggérées. À nouveau, c'est un processus qui va encore plus loin que les termes connexes. Si vous essayez de recruter un développeur Java, clairement, vous recherchez quelqu'un qui connaît le langage informatique Java. On va donc enrichir cette recherche avec ce qu'on appelle les compétences suggérées. Il s'agit de compétences qui sont très susceptibles d'être pertinentes pour la profession qui vous intéresse. Si je suis développeur Java, c'est possible que je ne mentionne pas dans mon CV que je connais le langage Java, parce que cette information est déjà présente implicitement dans l'intitulé de mon poste. Donc, pour que mon profil apparaisse dans les résultats de recherche, c'est très important de prendre en compte ces compétences suggérées. Pour mettre en place ces compétences au niveau du système, on utilise à nouveau des corpus de données très larges qui nous permettent de comprendre quelles compétences ont un lien direct avec certains métiers. Alors, on va voir maintenant un exemple d'une requête qui peut être saisie dans notre moteur de recherche. L'idée principale derrière ce moteur de recherche, c'est qu'on va chercher ce que l'utilisateur veut dire et pas seulement ce que l'utilisateur a entré. Dans cet exemple, on cherche un consultant IT. Et on peut voir dans les résultats que les candidats ont formulé leur intitulé de poste de manière très différente. On a un consultant en informatique et un informaticien. Le système reconnaît que tous ces candidats ont une expérience pertinente pour un consultant IT et correspondent à la recherche qui a été effectuée. Donc d'un côté, le système a été capable de comprendre la requête de l'utilisateur. De l'autre, le système a compris les documents en tant que tels. Il reste donc une question à aborder. Comment le classement des candidats qui correspondent à la requête a-t-il été effectué ? Alors, ce classement est évidemment une étape très importante.
L'algorithme de classement utilisé par un système donné peut contenir des biais ou introduire des biais. Juliette a parlé tout à l'heure de certains systèmes où les données étaient la source du biais, et il s'agissait de systèmes d'intelligence artificielle qui avaient appris à partir de données qui elles-mêmes comportaient des biais. Dans d'autres cas, même si les données d'apprentissage ne sont pas biaisées, il peut y avoir un biais inhérent à l'algorithme lui-même. Quand on construit un système de recherche de candidats, on peut être tenté d'utiliser un algorithme de moteur de recherche standard, comme par exemple l'algorithme PageRank utilisé par Google. Mais ce type de système introduit des biais qui sont inhérents à la nature de l'algorithme. Par exemple, ce sont des algorithmes qui préfèrent les documents plus courts. Parce que quand on classe des sites Internet, on cherche surtout à trouver des documents plutôt courts qui contiennent les termes de recherche de très nombreuses fois. Alors, ça marche très bien pour trouver une page web, mais quand on cherche à classer des candidats, ça n'a aucun sens. On ne veut pas privilégier les personnes qui ont les CV les plus courts. Et dans un CV, le nombre de mentions d'une compétence n'est pas égal à l'expérience que cette personne a avec cette compétence. Si mon CV mentionne Java 5 fois, je ne connais pas Java 5 fois mieux que quelqu'un qui mentionne Java une fois. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'effectuer une recherche par niveau de compétence et pas par nombre de mentions. Dans nos produits, les moteurs de recherche vont prendre en compte le niveau d'expérience et être capable de comprendre que quelqu'un qui travaille avec Java depuis 5 ans a plus d'expérience que quelqu'un qui travaille avec Java depuis 1 an. Un autre type d'algorithme de recherche qui peut être biaisé peut être par exemple un moteur de recherche comme celui proposé par LinkedIn, qui prend en compte le nombre de connexions ou de relations sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un cas de figure où on considère que les meilleurs résultats sont les personnes qui ont le plus grand nombre de relations. Évidemment, dans la plupart des cas, quand on cherche à recruter quelqu'un, le nombre de relations sur LinkedIn a très peu d'importance. Alors maintenant, on va voir un exemple qui explique comment les fonctions de recherche et de matching sont utilisées dans nos produits. Pour le matching, on commence par générer une requête de recherche à partir du document qui a été analysé et dont on a extrait des données structurées. Dans l'exemple qu'on voit ici, on est parti d'une offre d'emploi dans laquelle le système a extrait certaines informations, comme par exemple le fait que c'est une offre pour un consultant technique. Parmi toutes les données structurées qui existent, à la fois pour cette offre d'emploi et pour les CV qu'on a dans cette base de données, on utilise uniquement pour la requête les données qui ne contiennent pas d'attributs personnels protégés. Les données qu'on utilise sont uniquement celles qui sont indispensables au fonctionnement du système. Donc, ça va être le métier, le nombre d'années d'expérience, les compétences ou encore le type de diplôme obtenu. Cette requête générée par le système est également automatiquement enrichie avec notre connaissance du domaine, comme on l'a vu tout à l'heure. Enrichir la requête avec des synonymes et des compétences connexes rend le processus beaucoup plus robuste et nous permet de trouver des profils plus variés. Ce qui est également très important pour nous, c'est que l'approche est complètement transparente. C'est l'inverse d'une boîte noire où on ne peut ni comprendre ni contrôler le système. Avec cette approche, le recruteur reste en contrôle de la recherche. Les critères qui sont utilisés par le système sont tous visibles et peuvent être ajustés manuellement si on le souhaite à tout moment. Au niveau de l'interface, chaque critère a des couleurs différentes qui représentent leur importance. Et on peut voir pour chaque candidat quels critères expliquent leur inclusion dans les résultats. Cette approche basée uniquement sur des critères objectifs et transparents permet également d'accroître la diversité. Alors, j'espère qu'on vous a convaincu maintenant que quand l'intelligence artificielle est utilisée de façon responsable et utilisée à des endroits où elle est pertinente, elle peut devenir un outil qui nous aide à réduire les biais inconscients dans le recrutement. Quand on met en place un système qui fait du matching, il faut impérativement prendre en compte les différences entre la façon dont les offres d'emploi et les CV sont rédigés. Et quand on atteint ce but, l'intelligence artificielle devient un partenaire qui nous permet d'accroître les opportunités, la diversité et de favoriser des décisions de recrutement transparentes. Alors, on a mentionné maintenant plusieurs fois le deep learning ou apprentissage profond. Donc, j'aimerais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est une génération d'algorithmes qu'on utilise pour l'extraction d'informations depuis plusieurs années chez Textkernel. Mais pourquoi fait-on le choix de ne pas utiliser ce type d'algorithme pour le matching ? Le problème principal, c'est que les modèles qui utilisent l'apprentissage profond incorporent des biais par définition. Ce type de modèle encode des informations sémantiques à partir de corpus de texte extrêmement larges. Et ces corpus eux-mêmes contiennent des informations qui peuvent être biaisées ou propager des stéréotypes. Et on se retrouve dans une situation où si on demande à un modèle comme GPT de nous expliquer comment dire programmeur informatique au féminin, on peut tomber sur une réponse du type « le mot homme est au programmeur informatique ce que le mot femme est à l'aide ménagère ».
Donc, si on ne fait pas très attention à la façon dont on intègre ce type de modèle dans des systèmes de recrutement, ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Dans notre domaine en particulier, on sait qu'il faut aussi vraiment réfléchir avant d'utiliser des modèles d'apprentissage profond pour le matching. On pourrait par exemple penser qu'un bon système peut apprendre à partir de décisions d'embauche historiques. Sauf que si on va dans cette direction-là, on va très vite se retrouver avec un système qui considère que pour une offre d'emploi dans l'informatique, les candidats masculins sont les plus pertinents, simplement parce que dans les données historiques, le modèle a observé qu'il y a plus d'hommes dans la tech. Alors, à l'inverse, on peut imaginer qu'un meilleur système pourrait apprendre non pas à partir des décisions d'embauche, mais à partir des candidatures. Si historiquement un certain type de profil tend à postuler à un certain type de poste, on peut peut-être trouver là-dedans des corrélations intéressantes. Mais ici aussi, on a vu dans nos travaux de recherche que ça peut être problématique. Il y a au niveau des candidatures un biais de sélection de la part des candidats. Si on regarde par exemple des offres d'emploi pour des postes de manager, on va voir dans les données historiques que les hommes ont tendance à y candidater beaucoup plus que les femmes. Et malheureusement, ça veut dire qu'à nouveau, un modèle qui apprend à partir de ces données historiques va finir par faire de mauvaises décisions. Et il faut aussi prendre en compte le fait que le domaine a une très grande importance. Si vous avez un modèle d'apprentissage automatique qui a été entraîné sur les données d'une entreprise qui fait de l'informatique, vous n'avez aucune garantie que le modèle va faire de bonnes décisions pour les données d'une entreprise dans un secteur complètement différent. Et avec tout ça, on a aussi le problème de l'obsolescence des données et des modèles. Dans le domaine du recrutement, les choses tendent à avancer très vite. Il y a de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui apparaissent très régulièrement. Avec un système transparent, c'est très facile d'enrichir le système avec ces nouvelles connaissances. Mais si vous utilisez un algorithme de type boîte noire, c'est beaucoup plus difficile de mettre à jour les modèles qui sont utilisés derrière. Alors, qu'en est-il des développements récents dans le domaine de l'intelligence artificielle? Juliette nous a parlé tout à l'heure de la révolution ChatGPT, mais comment ce type d'application fonctionne? ChatGPT est une application qui utilise un grand modèle de langue, ou LLM, qui s'appelle GPT. Et ce modèle de langue utilise une architecture de type transformer, qui elle-même est un algorithme d'apprentissage profond. Ces nouveaux modèles de dernière génération sont très performants, principalement grâce à leur taille. Un modèle comme GPT-4 a été entraîné à partir de 500 milliards de mots et utilise 1 billion de paramètres, ce qui est vraiment très très large. Et au niveau de l'architecture en tant que telle, les transformers utilisent ce qu'on appelle un mécanisme d'attention qui leur permet de prendre en compte un contexte plus large et de comprendre par exemple qu'un mot qui a été utilisé beaucoup plus tôt dans la séquence contient une information pertinente. Ceci étant dit, ces modèles très larges ont également des limites. Si vous utilisez un outil comme ChatGPT, le modèle sous-jacent est un modèle de type génératif qui a été entraîné pour créer des phrases nouvelles. Si la tâche que vous voulez effectuer n'est pas générative, donc par exemple, vous voulez un outil qui soit capable de répondre à des questions correctement ou d'extraire des informations, vous n'avez pas de garantie que le modèle ne va pas halluciner et vous donner des réponses qui n'ont rien à voir avec le problème que vous essayez de résoudre. Pour ce qui est des données et de représentations sémantiques, on a à nouveau le problème du biais. Plus un modèle est large, plus c'est difficile de débiaiser les sorties du système et de le faire fonctionner de façon transparente. Et on a aussi le problème des connaissances qui peuvent être très rapidement obsolètes. Un modèle GPT qui a été entraîné en 2020 n'a aucune connaissance du monde pour ce qui est des 3 dernières années. Alors, comment peut-on utiliser ce type de modèle de façon responsable? Il y a 2 dimensions à prendre en compte. Il faut d'abord se demander quels sont les risques associés à l'utilisation de ce type de modèle dans des systèmes qui sont utilisés directement par des utilisateurs. Ce cas de figure est celui d'un système en ligne, c'est-à-dire un système qui est utilisé live par des clients. Mais d'un autre côté, on a également des processus qu'on va appeler hors ligne, c'est-à-dire des systèmes ou outils qui sont utilisés en interne avant de devenir accessibles dans un produit. Pour ces processus hors ligne, on considère qu'il y a beaucoup moins de risques. Donc, pour vous donner un exemple concret, dans notre travail de développement, si on veut par exemple enrichir nos taxonomies plus rapidement, on peut tirer parti des connaissances de ces modèles très larges et prendre le temps de vérifier que les connaissances sont effectivement correctes. Ce qui nous amène à la deuxième dimension, le contrôle humain. Si vous souhaitez utiliser un outil comme ChatGPT dans votre travail de tous les jours, il faut vraiment le considérer comme un outil. Et ça veut dire vérifier que ce que l'outil a produit est correct avant de s'en servir. Et là-dessus, je rends la parole à Juliette qui va conclure. Merci beaucoup, Alicia. Oui, donc pour finir, en fait, j'espère qu'on vous a donné des clés
pour pouvoir bien choisir un partenaire en IA. Pour résumer, en fait, il s'agit de vraiment faire attention à ce que ce partenaire ait déjà mis en place des stratégies et des politiques claires en matière d'équité pour détecter et donc lutter contre ces problèmes de biais. C'est important aussi d'avoir des équipes de data science et d'ingénierie qui soient sensibilisées à ces problèmes, et donc notamment qui puissent réaliser de la veille technologique à ce sujet, ou éventuellement collaborer avec des institutions indépendantes comme des agences gouvernementales ou des universités. Comme Alicia vient de le dire, c'est important aussi que ce soit des produits qui permettent aux utilisateurs de garder un certain contrôle et donc d'intervenir dans le processus de décision de l'IA. Donc il ne s'agit jamais de chercher à remplacer par exemple un recruteur, mais vraiment à fournir une assistance qui peut être toujours vérifiée. Et finalement, c'est important aussi, quand on cherche à être un bon partenaire en IA, de toujours faire des affirmations réalistes concernant l'IA et ses biais potentiels. Donc, il faut jamais, il faut toujours bien en parler et en être conscient et mentionner ces risques et s'assurer donc d'avoir des checklists comme on en a parlé, etc. Donc les notions clés qu'on a vues, finalement, c'est que l'IA n'est pas foncièrement bonne ou mauvaise, notamment dans le domaine du recrutement. Par contre, c'est très important de toujours l'utiliser de manière responsable. Mais par contre, quand même pour une note positive, si on fait des choix éclairés, si on fait attention à tous les éléments dont on a parlé précédemment, l'IA peut vraiment devenir un allié pour les politiques de diversité et d'inclusion en permettant en fait, par exemple, de faire une présélection de candidats sans biais pour permettre de limiter ensuite les biais cognitifs que peuvent avoir les recruteurs. Voilà, merci à tous. On a maintenant le temps pour quelques questions, je pense, donc n'hésitez pas à les poser dans l'outil. On va vous laisser un tout petit peu de temps. On a une question au sujet des critères dans les recherches. Donc, est-ce que c'est possible de prioriser les critères en fonction des besoins de recrutement? Donc, nos algorithmes, en fait, on a en fait dans le matching une requête qui a vraiment été pensée pour optimiser les résultats de recherche. Par contre, c'est toujours quelque chose qui est configurable et dans laquelle on peut toujours en fait en discuter ensemble pour voir qu'est-ce qui est important pour vous spécifiquement. Par contre, bien sûr, vu tout ce qu'on vient de dire, on ne prendra jamais en compte des caractéristiques protégées comme le genre, la formation, la nationalité, ce genre de choses, dans les critères de matching, ça c'est évident. Patrick, éventuellement, ou Alicia, n'hésitez pas à ajouter si vous voulez répondre aussi. Non, je crois que tu as très bien synthétisé, hein. C'est vraiment la loi, rien que la loi, et puis surtout la transparence, et puis la bonne maîtrise de l'outil tel que Juliette et Alicia viennent de vous l'exposer pour rassurer sur l'IA qui a encore plein de zones de mystère, comme le montrait le sondage auquel vous avez gentiment répondu. Bon, bah, écoutez, je pense que s'il n'y a plus d'autres questions, on va conclure ce webinaire en remerciant Juliette, Alicia, et en vous remerciant tous et toutes de votre présence. Ce webinaire sera prochainement disponible. On vous l'enverra également dans les mails que vous avez laissés pour vous inscrire à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. La spécificité qui fait sa force de TextKernel, c'est que tous nos outils sont entièrement paramétrables et on ne vous livrera juste ce dont vous avez besoin. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour répondre exclusivement à vos besoins et surtout à vous accompagner dans ces décisions qui ne sont pas forcément très simples à prendre aujourd'hui sur cette thématique. Je vous remercie de votre présence, de votre attention et vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Merci Patrick, merci à tous et Merci. bonne journée. Au revoir.